in the country, with just under 200 billion in total assets. And as you can see, the balance sheet is quite straightforward and simple. And then this other graph is to just show that we are a clear leader in the mutual sector in the UK, with about 50% of the sector's total assets. And this is just to show our scale. We are the third largest mortgages provider in the UK and the second largest savings provider. As I said, we do compete with the large retail banks. We have a very strong market position within the UK, about 11% of retail mortgages, just over it. Also, just approximately 18% of the savings market as well, and nearly 7% of current accounts, and this is actually steadily rising. We've seen quite a lot of switching to Nationwide in the past 3 months, in particular following the LIBOR scandal in the UK. How exactly we're different? First of all, our legal status. As I said, we are a building society, not a bank, so we exist to provide residential mortgage loans that are substantially funded by retail deposits. Capital, in that sense, is owned by our members, who are our customers. We have no shareholders, so we return value to our customers through competitive pricing, good value products, and first-class customer service. And the, I guess, most important thing to remember is that the nature of a building society is actually enshrined in law in the UK, and that is the Building Societies Act, which sets the so-called nature limits, which basically include no more than 50% of our funding can come from the wholesale market, and at least 75% of our lending needs to be secured against residential property. The Act also restricts us in terms of our trading and the use of derivatives, which is very, very heavily restricted. As such, we have well, there are a lot of practical implications in the way we behave. We take no proprietary trading, for example. Our stakeholder and customer interests are naturally aligned. And I suppose most important of all in the current environment is that our focus is solely on customer service and returning member value for the long term. Just one other point to make here. We are very well known in the UK for our prudent and conservative approach to balance sheet and capital management. And in fact, we are one of the very few institutions in the UK who managed adequately managed capital throughout the crisis. And we achieved one of the highest capital ratios in the UK. It's about, at the moment, 12.7%. And that compares quite favorably to a peer average of about 10.8. However, capital pressures we've been discussing this all morning, increasing onto the business, and I'll talk a little bit about how we're responding to that in a second. I'll skip that. So regulation, as I've said, because we are different from both PLC banks and cooperative banks, we tend to have a quite unique perspective on regulatory reform. These are the four main challenges that we are dealing with at the moment. First, the structural banking reform and the ring-fencing of vital banking services as proposed by the Vickers Commission in the UK, and then responding to enhanced competition requirements, enhanced capital requirements, and of course the Bank Recovery and Resolution Framework recently proposed by the European Commission. So I'll just take those four in turn very quickly. Ring-fencing, from our point of view, we do believe that a retail ring-fence is the right measure to ensure greater financial stability and more competition in financial services. Nationwide's activity already, in a way, falls within a retail ring-fence, and in a way we've operated under those sort of conditions for a very long time now, and I think we've
proven that a retail ring fence is not incompatible with a dynamic and quite competitive business. Just one word of caution here. We need to ensure that the Building Societies Act and any forthcoming ring fence legislation are not inconsistent and do not put our business model at a disadvantage when compared to the ring-fenced banks. Just one other issue, sorry, to just return on leverage ratio, and we've talked about the leverage ratio a little bit this morning. International standards of 3%. However, the Vickers Commission in the UK went a little further than that and recommended that leverage ratio should be between 3 and 4.06%. However, we're pleased with the decision of the UK government not to accept this recommendation of the Vickers Commission, because in the case of Nationwide, a higher rate leverage ratio would have ultimately operated as the primary driver of capital, and so would have ended up constraining our growth, and so it would not have actually served as a backstop measure as originally intended. Just competition. Again, the Vickers Commission focused quite a lot on increasing competition in retail financial services. Here, just to say that we are extremely supportive of all the proposals there. Despite the fact that they will be extremely costly to the entire industry in the UK, we work with our competitors on implementing those recommendations, which include a 7-day guarantee of switching accounts, and as well as the creation of a redirection system of payments. That's by the end of September next year. Moving on to capital requirements. As mentioned already, Nationwide has some of the highest capital ratios in the UK. However, an increasing focus of the regulators onto Core Tier 1 capital, as well as the introduction of a leverage ratio and a very low interest rate environment in the UK, have put further pressures on our business, and at the moment being able to raise capital is actually very critical for our growth. And so we're very pleased that the current text of the capital requirements regulation does allow for mutuals to be able to issue instrument with capital distributions. In fact, Nationwide's Treasury team has worked for the past 2 years on developing an instrument that would be both compatible with our mutual status, but also would be able to be counted as Core Tier 1 capital. They've ended up developing the core capital deferred shares, and following various conversations with the regulators, including the European Banking Authority, we do not anticipate any major obstacle or objections to the instrument qualifying as Core Tier 1 capital. And the final issue I wanted to raise is in relation to the recovery and resolution framework. And all I'm going to say here is that we do believe it needs to be proportionate and risk-based. For example, any contribution to a resolution fund should be calculated on a risk-adjusted basis to recognize our unique business model. And why is that? At the moment, for example, the UK deposit guarantee scheme is being funded on the basis of an institution's share of the market as opposed to its risk of failure. And so in the last under the last UK scheme, we ended up with the whole building society sector in the UK ended up contributing about 21% of our pre-tax profits to that. And I think that compares to about 5% of the PLC banks. And similarly, just one issue on the bail-in mechanics. Given our conservative funding profile, we believe that it is not appropriate for the mutual sector to be subject to the same bail-in mechanics as that of high-risk institutions and PLC banks. And I think we've seen a little bit of a move in the European Parliament on that, so we're very pleased with that as well. And just in conclusion, we do recognize that
regulatory reform is necessary and building societies should play an appropriate role in this agenda. However, we need to ensure that reforms must not dilute the ability of existing challenger brands like Nationwide to compete effectively with what is going to be a ring-fenced institution. And just final point, we believe that regulation should be based on the risk posed by any institutions. Thank you. Thank you. Notre dernier intervenant, Monsieur Olivier Klein, avant de redonner la parole aussi bien à nos intervenants. Alors, au-delà des questions réglementaires, Monsieur Klein, c'est-à-dire nous avons beaucoup parlé de réglementation, mais au-delà des questions réglementaires, l'étude de McKinsey montre que ce n'est qu'une petite partie et que ce n'est qu'une des influences qui pourrait impacter le changement de stratégie. Que faut-il faire et qu'avez-vous préparé comme recommandations? Ce ne sont pas vraiment des recommandations, mais quelques réflexions. Bonjour à tous. Tout d'abord, oui, on m'a demandé de me concentrer, en élargissant le propos en réalité, sur les stratégies de croissance. Un mot simplement sur croissance et régulation. Je pense fondamentalement que dans la régulation nouvelle, les deux axes qu'on nous demande d'avancer, sur lesquels on nous demande d'avancer, d'un côté la solvabilité, c'est-à-dire principalement plus de rentabilité, et de l'autre côté la liquidité, peuvent paraître mutuellement incompatibles de temps en temps. Or, je crois qu'il y a un chemin étroit, critique, mais qui doit nous permettre de faire en sorte de ne pas, pour éviter un récif, buter sur l'autre. Par exemple, pour ne pas tomber sur le récif de la liquidité, buter ensuite sur le récif de la rentabilité et de la solvabilité. Ou réciproquement, évidemment. C'est vrai que ça peut paraître mutuellement incompatible. C'est vrai que le chemin est extrêmement étroit, notamment en France, où beaucoup de liquidités sont en dehors des bilans bancaires historiquement, puisqu'il y a cette originalité d'avoir à la fois la coexistence du livret A, des assurances-vie et des SICAV monétaires. Mais malgré tout, il y a un chemin étroit possible pour nos banques, en naviguant fin, en barrant fin, pour arriver à maintenir la croissance, tout en passant évidemment du bon côté de nos ratios et de solvabilité et de liquidité. Alors je vais élargir mon propos en disant simplement qu'au fond, nos banques, et là je vais prendre plutôt l'exemple que je connais le mieux de la France, mais je pense qu'il peut s'appliquer à beaucoup d'autres pays, on a des perspectives moyennes, globales, en tant qu'agrégat bancaire de croissance, qui sont particulièrement médiocres, puisque d'un côté, on a une croissance économique et démographique durablement faible, voire extrêmement faible, voire négative pour la croissance démographique en moyenne, et évidemment un taux de bancarisation déjà au plein de ce qui est faisable. On a des contraintes réglementaires, je n'y reviens pas, qui ne sont pas totalement facilitatrices, et on a évidemment toujours une montée du pouvoir des consommateurs, j'appelle ça consumérisme pour aller vite, qui est légitime, mais qui ne facilite pas ce qui a pu être fait il y a 20 ans, quand il était possible d'augmenter les commissions, qui d'ailleurs étaient sous-payées en France largement par rapport aux autres pays. À partir de là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est destiné à, pour ne pas laisser les charges croître plus vite que le PNB, est-ce qu'on est destiné à abaisser considérablement nos coûts, ou y a-t-il quelques façons de raisonner qui puissent peut-être nous apporter une vision un peu plus fine en regardant mieux au fond de notre métier? Une réflexion liminaire, c'est que dans un secteur économique, par exemple automobile, où on a une baisse structurelle de la demande durable, il n'y a pas d'autre possibilité que d'abaisser la capacité de production des entreprises si elles veulent survivre. Nous n'avons, c'est valable dans l'acier à certains autres moments du temps, c'est valable dans beaucoup d'autres domaines. Dans la banque commerciale, nous n'avons pas de baisse de la demande. Nous avons un changement de forme de la demande. Elle se modifie, elle évolue, mais on n'a pas une baisse de demande de banque. Or, ça, c'est un point fondamental de réflexion, parce que sinon, on pourrait être dans une situation où on pourrait penser que parce que le PNB est plus dur à faire,
voire diminue. On serait obligé de baisser violemment les charges, mais en baissant nos capacités de production. Mais alors on pourrait rentrer dans un système sans fin où le point de fuite est finalement zéro, parce qu'il n'y a pas de point stabilisant. Si on abaisse nos capacités de production, qu'on ne répond plus à la demande et que, de ce fait, on perd du PNB à nouveau, c'est un cycle sans fin qui pourrait être bien dangereux. Alors, que peut-on faire, sachant qu'on ne peut pas, en tout cas, laisser les charges monter plus vite que le PNB durablement? À mon sens, il y a des mesures qui peuvent permettre, tout rejoignant le fait qu'il faut augmenter la productivité globale, mais on peut le faire soit en développant le PNB, naturellement, soit en jouant sur les charges. Et en fait, il faut évidemment combiner les deux, parce qu'il n'y a pas de bonne baisse de charges sans considérer l'impact sur le PNB. Il n'y a pas de bonne augmentation de PNB sans considérer l'effet sur les charges. Alors, je vais citer simplement quelques points rapidement qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que nous, banque coopérative, il nous semble qu'on a une carte à jouer encore supérieure pour la raison suivante. C'est que dans tout secteur qui a un chiffre d'affaires stagnant, voire en baisse, dans tout secteur, il y a des entreprises qui croissent et des entreprises qui décroissent. Ce n'est que la moyenne qui donne quelque chose. Mais nous, banque coopérative, nous avons, à mon sens, les capacités de montrer plus que jamais dans l'atmosphère globale dans laquelle on est, que nous pouvons être meilleurs que la moyenne des autres banques. Alors, meilleure banque coopérative, je ne vais pas le redécrire, on le connaît tous par cœur. Moi, je le dis dans un triptyque, mais qui en vaut bien d'autres, ou d'autres valent bien celui-là. Proximité relationnelle très forte, proximité décisionnelle qui va avec, et j'insiste toujours énormément sur proximité managériale, pour une raison très simple, c'est qu'au fond, dans nos banques, ce ne sont pas les produits qui comptent, les produits sont les mêmes, le copyright n'existe pas, en 5 minutes, toutes les banques ont exactement les mêmes produits. C'est fondamentalement la relation au client qui compte. À partir du moment où cette relation au client compte, la capacité de mobiliser nos équipes, parce qu'on est des banques de taille plus humaine, parce qu'on est des banques dans chacune desquelles il y a des responsabilités totales de banques de plein exercice et que se définissent là une grande partie de nos politiques, alors, et je suggère que les agences de notation le prennent bien, parce que c'est ça qui explique depuis 30 ans le fait que les parts de marché des banques coopératives en France n'ont pas cessé de monter, c'est que la mobilisation des équipes est bien plus forte quand on est capable de les rendre entrepreneurs, quand on est capable de leur donner de la responsabilité, quand on est capable de leur donner le goût et la capacité de l'esprit d'initiative. Et on ne fait cela que quand on a la possibilité de faire en sorte que les responsabilités, les décisions soient bien régionales, locales, le plus proche possible et non pas le plus éloigné possible. Ça, c'est un facteur de mobilisation extraordinaire qui change la donne dans notre capacité d'être meilleurs. J'ajouterai très rapidement, sans développer, que le fait d'avoir un sociétariat, certaines banques coopératives savent merveilleusement bien l'utiliser comme vecteur de croissance, comme vecteur par capillarité, n'est-ce pas, vecteur de croissance et vecteur de prospection, évidemment de recommandation, parrainage. Et là, nous n'avons absolument pas épuisé les capacités de bien faire fonctionner cela. Plus le monde est mondialisé, plus nous, les gens, on a besoin d'institutions de proximité. Le sociétariat est une façon extraordinaire de mettre la banque à proximité, naturellement, des gens qui s'en servent. Et c'est ce que nous faisons. Il y a probablement encore, ici et là, façon de faire mieux. Le troisième élément, c'est qu'il ne suffit pas d'être, il faut aussi faire. Donc dans nos banques, et je rejoins tout à fait la partie de l'étude de McKinsey sur le sujet, dans nos banques, je suis convaincu que la proximité relationnelle dont je parlais est une proximité qui ne passe plus seulement par l'agence. Mais c'est là où il faut faire très attention. Il faut maintenir la proximité. Cette proximité est essentielle. Quand on interroge la totalité des Français, ils répondent « Je veux d'abord un conseiller qui me suit et durablement ». C'est ça d'abord. Ils ne demandent pas Internet. Ils ne demandent pas une plateforme téléphonique. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas converser avec son conseiller attitré, aussi bien par téléphone que par email, que en face à face. Ce qui veut dire que pour qu'on soit meilleur, il faut aussi bien penser le multicanal. Et le multicanal, ça n'est certainement pas la juxtaposition, à mon avis, des canaux qui s'adressent aux clients de façon séparée, mais au contraire la convergence
de l'agence, de l'e-agence et de l'agence physique vers un seul concept qui permet à chaque conseiller et à chaque client de choisir le canal au moment où il le veut, quand il le veut, mais pour conserver ce lien unique qui se fait avec son conseiller. Évidemment, c'est ce comportement des clients qu'il faut bien analyser et bien intégrer pour trouver le potentiel de PNB qu'on peut en tirer, parce que comme nos clients viennent de moins en moins spontanément aux agences, si nous ne savons pas créer cette proximité, y compris à distance, sans distance, tout en préservant le rôle de nos conseillers et des agences comme, in fine, le lieu structurant de la relation, nous aurons des soucis à nous faire. Mais si nous le faisons bien, nous battons sans aucun problème les banques, soit qui ne sauront pas le faire, soit les pure players Internet, qui, en France en tout cas, n'ont rien réussi jusqu'à présent. Donc, ça, c'est mon premier point. Être meilleur, et on a des atouts pour le faire. Mon deuxième point, c'est évidemment qu'il y a des endroits, des zones de produits, de services que nous sommes légitimes à donner et qui peuvent élargir notre base de PNB. Il ne faut pas se tromper sur les univers de besoins que nous adressent nos clients. Si on leur propose des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils attendent de nos banques, il y a assez peu de chances que ça fonctionne. En revanche, me semble-t-il, nous sommes légitimes. Alors, sur des produits, là, ça dépendra de chaque banque, évidemment, mais chez nous, Banque Populaire, en France, on est en train de se développer fortement sur tout ce qui est assurance non-vie. Ça fait partie des projets de vie, ça fait partie de ce que nous adressent comme besoin nos clients. Quand on y répond bien, on peut évidemment se développer et gagner des sources de PNB additionnelles. Je vais aller vite sur le crédit consommation, mais aussi sur tout ce qui est lié au fond, au tiers de confiance, au fait que comme on traite les paiements, les gens ont confiance en nous naturellement.